Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Simon. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, ça va très bien, merci. Bon, aujourd'hui, on va parler de C27, qui est la version, disons, améliorée de C11. Améliorée plus parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Ce projet de loi amène trois changements. Un changement de loi, il y a la création de deux nouvelles lois qui vont avoir des impacts sur la protection de la vie privée. Il y a beaucoup d'éléments. Et ceux qui ont suivi C11, on va faire un léger retour dessus justement pour rafraîchir les idées là-dessus. Mais on va ensuite parler beaucoup de C27, les deux lois. Celle de la protection des renseignements et celle du tribunal en premier lieu, justement pour voir quelles sont les modifications, les améliorations, tout changement que C27 a apporté à ce qu'on s'attendait de C11, par exemple. Fait que je vais te laisser comme ça une brève introduction de C11. Oui, merci. Effectivement, c'est bien dit que C27 est une version revue et améliorée de C11. Donc, puis là, on pourrait éviter de se mélanger avec les numéros là, parce qu'à chaque nouvelle mouture du Parlement, là, les numéros recommencent. Donc, un C11, il y en a eu un autre récemment. Mais bref, le C11 dont les questions utilisent le projet de loi qui avait été déposé en 2020 par le ministre de l'époque de l'Innovation et de l'Industrie, Nadeem Payne, qui avait été déposé et qui vise à réformer le cadre juridique fédéral en matière de protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, c'est un projet de loi assez ambitieux qui réformait toute la première partie de la loi fédérale actuelle, la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, là, la LPR-PDI, ou la PIPEDA en anglais, on la connaît souvent mieux que son acronyme anglais. Donc, ça venait réformer cette loi-là qui s'applique aux entreprises fédérales, mais qui s'applique également dans les provinces qui n'ont pas leur propre loi. Donc, ça a quand même un champ d'application assez large. Et puis, ce projet de loi de C11 avait notamment pour but d'accroître les sanctions sur les entreprises qui contreviennent au droit à la vie privée, qui gèrent pas comme il faut les renseignements personnels, et donc créer un tribunal pour sanctionner les entreprises, un tribunal administratif qui imposerait des sanctions administratives. Donc, il y avait tout ça dans C11. Ça n'a pas vraiment avancé en débat parlementaire. En fait, ça ne s'est jamais vraiment rendu à l'étude détaillée, là, où est-ce qu'on fait l'étude article par article. Ça a été eu un changement de ministre. François-Philippe Champagne est arrivé, il a poursuivi en deuxième lecture. Puis ensuite, il y a eu les élections à l'été 2021. Et là, le projet de loi est mort au feuilleton. Ensuite, un nouveau gouvernement a été élu, un gouvernement libéral, donc François-Philippe Champagne a repris le flambeau et nous a proposé, à la toute fin de la dernière session parlementaire, là, donc juste au début de l'été 2022, le nouveau projet de loi C27 qui réintroduit les deux lois qui étaient dans C11, donc c'est-à-dire la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, qui vient remplacer la partie 1 de la loi fédérale PIPEDA, la nouvelle loi sur le tribunal de la protection des renseignements personnels et un ajout, donc une grosse nouveauté de C27, une nouvelle loi sur l'intelligence artificielle et les données. Donc, c'est là où on en est avec C27 aujourd'hui. Oui, puis ils l'ont pas chômé entre la C11 et la C27. Il y en a justement profité probablement pour s'inspirer de la PS64 au Québec parce qu'on retrouve justement dans la nouvelle mouture certaines saveurs de cette influence-là. Et il y a beaucoup de modifications qui sont faites, parfois subtiles, mais qui ont quand même des impacts majeurs. Fait que ceux qui ont resté figés sur l'idée de la C11 vont devoir quand même lire les trois nouvelles lois une fois qu'ils vont tomber parce qu'il y a beaucoup de différences qui auront des impacts sur les entreprises, qui auront des impacts sur la protection des individus. Fait que je vais te laisser aborder, en tout cas, commencer avec certaines différences qui te semblent les plus apparentes. Oui, donc, tout d'abord, pour ce qui est de la nouvelle loi sur l'intelligence artificielle, on aura probablement l'occasion de s'en reparler dans un autre épisode. Donc, je vais vraiment plus me concentrer sur qu'est-ce que C27 a ajouté ou retiré par rapport à C11. Et effectivement, il y a une grosse influence de la loi 64 là, au Québec parce que les deux projets de loi avançaient en même temps. Là, le Québec s'est rendu a franchi le fil d'arrivée, a été adopté et tout ça. Et donc là, le législateur fédéral devait, en revisitant C11 pour proposer un nouveau projet de loi, chercher à harmoniser le cadre juridique parce que c'est
probablement qu'est-ce que les acteurs de l'industrie puis de tout bord, tout côté devaient demander, là, c'est-à-dire qu'on veut que le cadre juridique soit le plus harmonisé possible pour éviter que dans une province, il y ait des restrictions qu'il n'y ait pas dans l'autre et vice-versa. Donc, il y a eu un effort d'harmonisation qui a été fait, notamment en ce qui concerne la définition de données de renseignements personnels dépersonnalisés versus les renseignements personnels anonymisés. Donc, la loi 64 fait une distinction assez claire entre les deux, parce que d'un côté, les renseignements anonymisés sont plus des renseignements personnels, sont à l'extérieur du cadre de la loi, alors que les renseignements dépersonnalisés demeurent assujettis à la loi et eux font l'objet de certaines exceptions à un cadre un petit peu plus flexible. Et la distinction similaire est introduite dans C27 avec des exceptions pour les renseignements dépersonnalisés et une exclusion pour les renseignements anonymisés, puis même que C27 va encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il vient exclure les renseignements dépersonnalisés, donc pas anonymisés, ils sont déjà exclus, mais les renseignements dépersonnalisés, pseudonymisés, là, qui est un synonyme, eux, ils sont exclus de certaines dispositions. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, quand il y a un droit de suppression qui est introduit dans C27, mais qui était déjà dans C11, mais qui revient, et les renseignements dépersonnalisés ne font pas l'objet de ce droit de suppression-là. Donc, on ne pourrait pas exercer ce droit-là à l'égard de renseignements qui ont été dépersonnalisés, même s'ils demeurent sujets à la loi. C'est la même chose pour d'autres droits comme le droit d'accès et tout ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a été appris de la loi 64, où on s'est dit, OK, mais ça va peut-être être compliqué si on a dépersonnalisé des renseignements, puis qu'un individu veut exercer un droit à cet égard-là, mais on a enlevé les identifiants qui permettent de l'identifier. Il faudrait qu'on les réidentifie. Donc ça, je pense que c'est un exemple de ce qui a été appris par rapport à la loi québécoise. Puis sinon, il y a également des changements. Des fois, ça semble presque comme étant un changement de quelques lignes par rapport à l'anti C27, mais ça a quand même des conséquences importantes. Notamment, il y a un nouveau préambule qui a été ajouté à la loi. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que le préambule, ça permet d'interpréter toutes les dispositions de la loi. Peut-être qu'il n'y en avait pas en ce moment dans la loi. Donc ça, c'est intéressant. Également, il y a par rapport au type de renseignements sensibles, en fait, il y a une précision que les renseignements sur les mineurs sont des renseignements sensibles. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la loi québécoise, il n'y a pas une obligation dans la loi de dire si vous traitez des renseignements sensibles, il vous faut un consentement express. Ce qu'on vient de dire, c'est que les renseignements de mineurs sont des renseignements sensibles, mais on ne définit pas non plus c'est quoi un renseignement sensible. Je pense qu'on s'en remet beaucoup aux lignes directrices du Commissariat fédéral à la protection de la vie privée qui ont déjà un peu défini la notion de sensibilité, la notion de consentement, puis comment est-ce qu'on doit aller chercher un consentement valide. Donc, le législateur n'a pas voulu réinventer la roue. Il s'est dit on va venir proposer un cadre juridique qui va bien s'intégrer aux lignes directrices existantes. Donc, il y a ça. Puis également, dans les exceptions, il y avait déjà une exception qui permettait aux entreprises de collecter et d'utiliser des renseignements personnels lorsque c'était en vue d'une activité d'affaires légitime, puis à condition de respecter certains critères, là, donc notamment de ne pas devoir influencer le comportement des individus, puis il fallait que ça s'inscrive dans certaines activités d'affaires listées dans la loi. Puis il y en avait qui étaient assez larges, là, entre autres, quand ça avait été beaucoup critiqué. C'est-à-dire que s'il y avait une activité d'affaires, par exemple, que c'était de ne pas avoir de relation directe avec les individus concernés, donc que c'était difficile d'obtenir le consentement. Puis là, plusieurs personnes ont dit, les entreprises pourraient pratiquement dire, j'ai pas nécessairement une relation directe, c'est pas facile pour moi d'obtenir le consentement, donc j'ai une exception. Ça a été retiré. Donc, le spectrum des activités d'affaires qui font l'objet d'une exception a été réduit. Mais une nouvelle exception au consentement a été introduite, qui n'était pas non plus dans C11, qui est maintenant dans C27, qui s'inspire beaucoup du droit européen, en fait, puis qui avait été recommandé même pour la loi 64, mais ça n'a pas été introduit au Québec. C'est une exception pour les intérêts légitimes de l'entreprise. Ça ressemble un peu aux activités d'affaires, sauf que les activités d'affaires, c'est écrit directement dans la loi, c'est quoi l'activité en question, quand même limité. L'intérêt légitime, ça se base sur une analyse qui est faite par l'entreprise, qui doit documenter cette analyse-là, évaluer les critères, c'est-à-dire que ça ne doit pas surprendre les attentes raisonnables des individus, puis il y a différents critères prévus dans la loi,
Mais donc, ça permet une certaine souplesse, c'est-à-dire d'utiliser des renseignements personnels sans consentement si il y a vraiment une analyse qui a été faite à l'interne pour dire que ça s'inscrit dans le cadre de nos intérêts légitimes, puis ça ne devrait pas choquer les individus qu'on les utilise pour ces notions-là. Ça aussi, ça va faire l'objet de beaucoup de débats, là, parce que c'est quand même une porte ouverte importante là, qui enlève un peu de contrôle aux individus, même si bon, le consentement n'est pas nécessairement plus la panacée, il ne permet pas un contrôle si effectif que ça demeure quand même une nouvelle exception assez majeure là, qui est introduite dans C27, qui est dans nul autre, qui est dans aucune autre loi de protection des données dans le secteur privé au Canada. Là. Très intéressant justement de voir ces changements-là du mot de consentement. Puis le consentement, c'est souvent un des éléments assez pivots dans ce qu'on peut percevoir sur la protection des renseignements personnels et le pouvoir du consommateur ou de l'utilisateur final d'influencer les éléments. J'aime bien savoir là, à quel point ils définissent choquer. Cette définition-là va probablement évoluer avec le temps ou cette perception-là aussi. Je serais très curieux de voir comment moi je me sens choqué par rapport à une autre personne par rapport à l'usage de mes données. On a un cas récent avec Tim Hortons. Il y a des personnes qui étaient plus choquées que d'autres par rapport à ce qui s'est passé. Fait que de voir à quel point on va pouvoir naviguer dans cette définition. Ça semble c'est flou un peu, là. C'est sûr que c'est mon expression, là, choqué en bon québécois. La loi vient dire qu'il ne faut pas que le traitement, en vertu de l'exception d'intérêt légitime, en fait, il faut qu'une personne raisonnable puisse s'attendre à cette utilisation-là pour cet intérêt-là. En d'autres termes, si on le prend à l'inverse, mais il ne faudrait pas qu'une personne ne s'attende pas et soit donc choquée ou surprise par le traitement. Le cas de Tim Hortons, on a également discuté au podcast, c'est un exemple où est-ce que le commissariat, il y en a d'autres. Là, souvent, les enquêtes des commissaires font état de traitement de données qui ne respectaient pas les ententes raisonnables. On voit qu'une personne raisonnable ne s'attendrait pas. Et donc, ça, c'est le critère un peu, la règle d'or de nos lois canadiennes, la notion des attentes raisonnables, qui reste, je trouve que c'est quand même un modèle d'encadrement intéressant, c'est-à-dire que tant si on est sur les activités d'affaires, l'exception pour les activités d'affaires ou l'exception pour l'intérêt légitime, oui, ça permet de traiter des renseignements personnels sans consentement, mais il y a toujours un peu ce critère-là qui doit être dans la tête des entreprises de se dire est-ce qu'une personne raisonnable va s'attendre à ce que les renseignements personnels soient traités de cette manière-là, puis si eux, ils pensent que oui, puis qu'après ça, on se retrouve devant le commissariat à la vie privée, puis que lui, il dit que non, ben on va être sanctionné, là. Puis là, ben, en fait, avec C27, les sanctions, c'est vraiment pas des blagues, là, parce qu'on peut aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires pour ce qui est des amendes pénales, puis 3 % je crois, pour les sanctions administratives, ce qui est le plus élevé, plus élevé qu'au Québec, puis qui est même plus élevé qu'en Europe. Là. Je ne connais pas toutes les lois à travers le monde, mais ça doit être dans les amendes. Si c'est adopté comme ça va être dans les amendes les plus élevées au monde. Intéressant de voir justement qu'on va chercher le bâton justement pour faire mal ça va rappeler aux entreprises qu'il faut la loi est sérieuse. C'est un peu ça l'objectif aussi de l'application. En Europe, pour ce que j'ai vu, à part quelques cas très médiatisés, j'ai pas vu une énorme application des sanctions pénales. J'ai hâte de voir ici. C'est sûr on a le cas de Tim Hortons qui est dans l'actualité, puis qui fait justement parce que la sanction, puis là, c'est parce que c'est pas une sanction pénale qui a été appliquée à Tim Hortons, c'est un recours collectif. C'est très différent en termes d'éléments, mais dans un contexte où on aurait eu des sanctions pénales, donc il y aurait eu l'équivalent, les lois sociales à C27 auraient été effectives. On n'aurait pas tombé en recours collectif, on serait vraiment allé par le commissaire, probablement par le tribunal, justement, qui va être mis en œuvre par cette loi-là, par ce projet de loi-là, justement, pour arriver à une application autre que juste un recours collectif. C'est intéressant un peu comme une distinction, parce que contrairement à la loi 64, la réforme au Québec, qui a octroyé directement à la Commission d'accès à l'information, qui est responsable d'appliquer la loi, les pouvoirs pour sanctionner, pour émettre une sanction administrative aux entreprises. C27, puis c'était la même chose sous C11, ne confie pas directement au commissariat fédéral à la vie privée le pouvoir d'imposer des sanctions
administrative pécuniaire, mais le confie à un nouveau tribunal administratif. Donc, il va y avoir une espèce de jeu de le commissaire fait son enquête. Au terme de son enquête, peut émettre une recommandation pour imposer une pénalité. Mais là, c'est au tribunal de déterminer s'il en impose une ou non. Il peut y avoir des représentations de part et d'autre. Il y a une défense de diligence raisonnable également qui est prévue. Donc, si on veut, ça crée un palier de plus qui va permettre peut-être un meilleur débat, ou du moins un débat selon des règles d'équité procédurale peut-être plus claires que ce dont on peut s'attendre à la CAI, ou est-ce que même encore, là, on ne sait pas encore exactement c'est qui va imposer les sanctions, c'est les mêmes gens qui font les mêmes membres qui traitent les demandes d'accès, c'est ceux qui font la surveillance, c'est pas encore très clair au Québec. Au fédéral, il va y avoir un nouveau tribunal, donc ça va être ça la responsabilité. En même temps, on peut se demander, ce tribunal-là, s'il va y avoir beaucoup de jobs, parce que si on veut dire les atteintes à la vie privée, c'est pas quelque chose qui est très litigieux au Canada, puis on n'a pas des tonnes de dossiers que les amendes pénales au Québec n'avaient jamais été utilisées. Ça existait dans la loi, même chose pour la loi fédérale. Là, on arrive avec des nouvelles sanctions administratives, OK. Est-ce que ça veut dire que le commissaire à la vie privée va se mettre à faire plein de recommandations de pénalités tout le temps? Ça ne semble pas être vraiment sa couleur. Là. Souvent, c'est plus dans une optique de conformité, puis on fait des recommandations, puis les entreprises disent OK, on a adopté les recommandations, et donc, bon, ça va être drôle de voir combien de juges il va y avoir à ce tribunal-là, puis quel va être son mandat, outre le traitement des demandes de pénalité. Là. Si je ne me trompe pas, c'est quand même assez unique comme tribunal, parce que de ce que je pense que je comprends du modèle européen, c'est des systèmes de justice standards qui viennent appliquer la RGPD. Dans leur cas, c'est pas un tribunal spécifique. C'est vraiment le procureur qui vient déposer, puis ensuite, toute la démarche judiciaire s'enclenche. Si je me trompe pas, je lance l'idée, je veux juste que tu me corriges. Non, mais on a effectivement les deux, puis on a les deux ici aussi. C'est-à-dire que même avec C27, on a la voie du tribunal administratif qui impose des sanctions administratives, puis on a aussi la voie des amendes pénales. C'est ça, le 5 la plus grosse amende, c'est une amende pénale, et ça irait au directeur des poursuites pénales fédérales, qui lui ferait une poursuite qui irait devant la Cour fédérale, puis là, on aurait nos tribunaux de droit commun qui trancheraient. Je ne suis pas un expert de droit européen, je pense qu'en Europe, il y a l'équivalent, mais il y a également des pouvoirs de sanctions administratives directement auprès des autorités de contrôle. C'est plus à ce niveau, un peu comme ce que le Québec a fait ici, qui permettent aux autorités de contrôle de sanctionner eux directement. Là, au Royaume-Uni, entre autres, sont assez actifs à cet égard. Mais là, au fédéral, c'est pas l'autorité de contrôle, ça va être un tribunal administratif. Donc ça, c'est effectivement assez unique. Intéressant de voir comment tout ça comment l'expérience va nous amener là-dessus, voir cette expérience-là. Retournons un peu aux modifications par rapport à ça. Je sais qu'il y a un énorme pan aussi sur les droits individuels qui sont modifiés par dans C11 et C27. Oui, en fait, il y a eu des modifications dans les droits individuels. Les droits en tant que tels demeurent les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux droits qui a été intégré dans C27. Donc, ce qui a été intégré, c'est en fait ce qui est proposé, c'est un droit au retrait, une forme de droit de suppression qui permet de demander l'effacement de ces données. Il y a également un droit à la portabilité qui a également été intégré au Québec, mais qui est sous C27, c'est assez différent. Et une certaine forme de droit à l'explication des décisions automatisées qu'on retrouve aussi au Québec. Pour ces trois choses-là, bon, pour le droit au retrait, il y avait quand même beaucoup de critiques qui disaient qu'il n'y avait pas vraiment de limite à ce droit-là, puis que ça allait causer un véritable casse-tête là, pour toute entreprise qui on le voit là, nous, en pratique, là, de beaucoup de demandes d'accès, beaucoup de demandes de rectification, beaucoup de demandes de gens qui écrivent supprimer mes données, puis là, c'est pas toujours évident de retrouver les données, puis après ça, regarder est-ce qu'on en a besoin, parce que aussi, quand l'entreprise recueille des données, elle est juste supposée de les recueillir pour des fins nécessaires, c'est-à-dire si on en a besoin. Donc, normalement, si on n'en a plus de besoin, elle les a déjà supprimées. Donc là, après ça, répondre à une demande d'effacement, c'est pas nécessairement évident. Puis là, maintenant, il y a
plusieurs nouvelles exceptions, notamment si l'entreprise a déjà adopté un calendrier de conservation. Et elle va pouvoir répondre à une demande d'effacement et dire on a besoin de vos données pour telle finalité, comme on vous l'avait dit qu'on l'a recueilli. Puis, selon notre calendrier de conservation, ça va être supprimé dans 1 an et 2 semaines. Donc, on va pas effacer toutes vos données parce qu'on en a encore besoin pour la durée qui est prévue. Donc, des exceptions comme ça qui, je pense, vont être assez bénéfiques là, du côté opérationnel. Sinon, il y a également eu pour la portabilité, à moins de me tromper, ça reste probablement la même chose. En fait, c'est assez flou le droit à portabilité sous C11/C27 parce que tout va être déterminé dans un cadre de mobilité des données. Il y a un truc qui est étrange, c'est que ce cadre de mobilité des données-là, c'est tout clair s'il va venir par règlement du gouvernement ou autrement. Je ne sais pas si c'est un cadre que les organisations vont créer entre elles ou parce que sous C11, c'était très clair, c'était par règlement. Sous C27, on dirait que cet aspect-là est comme parti. Peut-être que c'est une erreur de rédaction. En tout cas, bref, les organisations qui vont être assujetties à ce nouveau droit-là, en fait, à traiter ces nouvelles demandes-là, ne sont pas encore déterminées. Donc, ça va être à suivre. Et pour ce qui est des systèmes décisionnels automatisés, on n'a pas, comme sous la loi 64, des droits pour les individus de s'opposer ou de contester des décisions automatisées. On a cependant une obligation de fournir une explication quand une décision automatisée a une incidence importante sur les individus. Donc, ça a été ajouté. Ça ne va pas être toute forme de décision automatisée comme le fait qu'on se rappelle par un cookie que vous préférez la langue française quand vous visitez notre site web, qui est une décision automatisée qui va faire l'objet d'une explication. Ça va être celles qui ont une incidence importante. On a ici une inspiration là, du droit européen. Puis c'est pas mal ça pour la question des systèmes automatisés, sous réserve de toute la nouvelle loi sur l'intelligence artificielle qui, elle, a introduit aussi certaines exigences, quoique beaucoup à venir par règlement là, dans cette nouvelle loi-là. Très intéressant. Ça me semble être un bon tour d'horizon du changement. Si on fait l'exception de la loi sur l'intelligence artificielle, qu'on va justement parler dans un épisode qui va lui être dédié parce que c'est quand même un gros morceau. As-tu d'autres choses, as-tu d'autres éléments qu'on n'aurait pas couvert? Tu aurais aimé qu'on couvre avant de clore? En fait, non, c'est vrai que si on veut, le C27, ça ressemble pas mal à une version revue et améliorée de C11. Je pense qu'on a fait le tour des principales distinctions. Sinon, les gens peuvent toujours, sur mon cabinet BLG, on a publié différentes ressources là, qui permettent rapidement de voir les différences entre C11 et C27. Donc, je vous invite à les consulter si ça vous intéresse. Oui, effectivement, ces informations-là vont être mises dans les notes de l'épisode. Donc, au lieu d'avoir à chercher, vous aurez juste à cliquer sur les URL qui seront fournis. Donc, ça va être plus facile d'accéder directement à ces informations-là qui sont très intéressantes. Je te remercie encore une fois. C'est toujours très pertinent, très intéressant. Merci de ta générosité. Toujours un plaisir.